les athlètes que vous entraînez, comment réagissent-ils aux préconisations, aux suggestions du diététicien, de la nutritionniste qu'est Véronique Rousseau ou les autres? Je veux dire, est-ce qu'ils les suivent, les recommandations? Alors il y a un véritable travail de fond qui a été fait depuis plusieurs années en collaboration avec Véronique. Donc c'est pas quelque chose qui au départ sensibilise les athlètes. Il faut vraiment un travail de fond parce que sinon ils ont tendance à se tourner vers des produits qui ne sont pas forcément les meilleurs justement pour la performance. Ouais. Et donc il y a un vrai travail qui a été fait avec Véronique depuis plusieurs années maintenant. Donc au début, on a des athlètes qui, par exemple, ne prennent pas de petit déjeuner, qui vont sauter un repas ou qui vont plutôt se réfugier vers, on va dire, vers les frites, vers la pizza, et c'est pas forcément ce qui est préconisé. Parce que ça, depuis tout petit, depuis son premier club, on n'entend pas. Moi, mon souvenir dans les quelques sports que j'ai pu faire, c'est quand même que dès petit, on nous disait faut faire attention à ce que tu manges, faut récupérer, il faut manger un fruit, il faut boire du lait, il faut boire de l'eau. Non, oui, ça on l'entend. Ça n'a pas fini par rentrer quand on arrive à un tel niveau que celui où... Non, même les vôtres. Non, même les miens, même les athlètes de très haut niveau. Ouais. Et je pense qu'il y en a encore plein à l'INSEP qui n'ont pas pris cette démarche-là. Mais on est vraiment dans un travail de sensibilisation. C'est-à-dire que, par exemple, moi, depuis maintenant 3 ans, j'ai décidé de prendre systématiquement mes déjeuners avec eux. Donc, tous les midis, je mange avec le groupe d'entraînement à l'INSEP. Véronique est là pour me voir aussi un petit peu de temps en temps. Je surveille les plateaux et je mange avec eux et j'oriente. Voilà, Et ça sert à quoi, en dehors du fait que c'est sympa de déjeuner avec vous, mais j'imagine, mais vous ne tenez pas la fourchette? Ah non, je ne tiens pas la fourchette, mais je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, j'interviens de moins en moins. Les déjeuners, les dîners, les petits déjeuners commencent à vraiment représenter quelque chose et ça commence à devenir très sérieux. On a des jeunes qui maintenant sont sensibilisés et même on va dire qu'ils se conseillent mutuellement. On commence à avoir des conseils entre les athlètes. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais il y a un point très important dans ce que vous laissez entendre tous les deux, vous-même Guillaume Tanon et vous Véronique Rousseau, c'est qu'il faut rappeler que l'athlète, enfin dans ce pays en tout cas, il est libre de faire, de ne pas faire, de suivre, de ne pas suivre. Quel est le degré d'obligation que les grandes fédérations imposent à leurs membres ou à leurs professionnels, quand en plus c'est des professionnels parce que même les professionnels du foot, vous me racontiez en 2010, enfin je ne devrais pas le dire, hein, c'était off, c'était en coulisses, mais ils n'ont pas voulu, ils se sont un peu rebellés, on s'en souvient, parce que le petit déjeuner avait été suggéré fortement, voire imposé le matin en Afrique du Sud. Ils n'ont pas voulu, alors que c'est des pros. Donc quel est le degré d'obligation, Guillaume Tanon? Moi, le degré d'obligation, il est de passer d'abord systématiquement, j'ai envie de dire, entre les pinces de Véronique. Donc, il y a pire dans la vie. Hein. Il y a pire, mais il y a moins agréable. Au moins, il y a une orientation qui est systématiquement, ils ont l'obligation de me rendre compte des rendez-vous qu'ils ont avec Véronique. Et puis, j'ai mis un seuil. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain pourcentage de masse grasse et où ça ne va pas, eh ben, ils sont pénalisés, ils sont sanctionnés financièrement. Ah oui? Oui, financièrement. Donc après, on peut se faire un gueuleton derrière. Vous avez, oui, vous leur demandez. C'est-à-dire qu'ils sont c'est symbolique. Ils sont sanctionnés financièrement et l'argent sur lequel ils mettent un peu un pot commun, ça va servir à au moins alimenter les besoins que l'on a en stage pour financer le stage. Donc le fait de déjeuner avec eux, votre propre pratique, ce que vous allez manger ou regarder, vous-même du coup vous conseillez aussi les éléments dont on parlait tout à l'heure. Moi je suis pas nutritionniste, donc je suis vraiment un spécialiste de l'activité physique et je suis plus là, je me considère plus comme le relais de Véronique ou du service médical, enfin de tout ce qu'il y a autour de la récupération, que ce soit les kinés, que ce soit la nutritionniste. Pour moi, ça fait partie de la performance. Donc tout ce qui fait partie de la performance, je suis un petit peu le chef d'orchestre qui va un peu orienter les différents acteurs de cette performance. Et donc je suis à table, je suis le relais de Véronique. Dans la récupération, je serai le relais du kiné et ainsi de suite. Donc voilà, c'est plus comme ça que je considère mon rôle à un moment donné vis-à-vis de la nutrition. Et vous apportez votre brique de lait UHT militaire sur la table? Je la consomme avec eux. D'accord. Véronique Rousseau, il y a quand même un aspect sur cette question de la liberté. Comment vous arrivez à sensibiliser dans vos entretiens
En plus, j'imagine qu'au fur et à mesure de la journée, et puis notamment après l'effort, dans la collation, quand on fait ça tous les jours, à un moment donné, la question des arômes, par exemple, comment vous faites pour varier les arômes, pour pas que ce soit toujours le même produit et qu'on s'en lasse, finalement? Non, on écoute avant tout le sportif, c'est-à-dire qu'on fait absolument de la négociation avec le sportif. Il est vrai qu'en France, le choix alimentaire est libre, et fort heureusement. Et nous, dans le cadre en fait, du suivi de sportifs, il y a juste un suivi médical réglementaire où on doit faire un bilan diététique obligatoire pour les sportifs de haut niveau. Et je ne sais plus ce que... Non, ma question, c'était à propos des arômes. Donc, voilà, comment arriver à varier quoi, parce que la brique de lait UHT, enfin, on peut adorer le lait, mais à un moment donné, on se dit comment faire pour que le sportif ait le goût et envie. On l'oriente, en fait. On est vraiment à l'écoute du sportif, c'est-à-dire qu'on écoute, enfin, on regarde, on remplit en fait le questionnaire pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, à quel moment, et on est là pour le conseiller, c'est-à-dire et pour diversifier au maximum en fait sa collation. La problématique, c'est pas tellement en fait le goût, parce que généralement, ce qui est important, c'est que ça soit bon à manger, parce que si c'est pas bon à manger, il ne le mangera pas. Donc c'est une des conditions, et c'est lui qui fera son propre choix par rapport à sa source de protéines lentes et rapides et de glucides en post-entraînement. Mais ce qui est primordial, c'est qu'il ait envie, c'est que le sportif ait envie, quoi. C'est qu'il s'inscrive en fait dans un quotidien, parce que c'est l'efficacité, elle n'a de sens en fait qu'au quotidien, et de ne pas dramatiser non plus s'il ne l'a pas fait, s'il ne l'a pas appliqué. Donc c'est important de l'accompagner dans sa démarche au quotidien. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, mais Franck Lagneau et Christophe Ruel, globalement, quand on entend Guillaume Tanon qui nous dit que même des sportifs de haut niveau, il faut leur rappeler certains éléments. Ce que nous décrivait le professeur Bigard et Véronique sur la nécessité de prendre vite après l'effort, dans la meilleure... Est-ce que ceux avec lesquels vous travaillez ont conscience de tout ce qu'on vient d'expliquer ou pas? Franck Ruel. Je vais reprendre Christophe Ruel, pardon, et Franck Lagneau. Ce que disait Guy, mais il y a la conscience, il y a la faisabilité. La prise de conscience, elle est difficile. Ouais. Un exemple... Dans le handball, les sportifs ont toujours l'impression qu'elles dépensent beaucoup d'énergie. Ce n'est pas une discipline où on dépense énormément d'énergie. Et dans leur croyance, le repas du soir, ça va être systématiquement des féculents. Véronique l'a expliqué tout à l'heure, ça fait partie des protéines végétales, c'est 15 à 30%. Chez elles, c'est la moitié du repas. Donc, en fonction des disciplines, on a déjà des apports qui sont différents, et on l'a dit. Et en fonction des croyances, c'est difficile de casser tout ça. Et quand bien même, vous le rappelez tout à l'heure, on vous a dit des petits, il ne faut pas faire ça, ou c'est bien de manger ci, ou c'est bien de manger ça. Le jour où on nous prouvera que d'autorité, dire aux gens ce qu'il faut faire, ça fonctionne, je pense qu'on aura fait un grand pas, mais ça ne marche pas très bien. Donc là, on revient sur ce que disait Guy tout à l'heure, l'éducation, elle est primordiale, c'est un travail de fond, c'est vraiment un travail de sape. Et il est important, justement, dans ce travail de sape, d'être en relation en permanence avec à la fois ceux qui font de la recherche, parce qu'ils nous apportent les éléments, à la fois ceux qui diffusent l'information, comme peut le faire Véronique quand elle voit les athlètes. Et puis, nous, on est simplement des passeurs, en fait. Hein. On relaie l'information et on essaye de remettre le sportif au centre de sa problématique. Et la diététique en fait partie. Et donc, vous, kiné, vous êtes aussi sollicité, en fait, sur des questions de nutrition, ou c'est parce que vous voyez ça au passage que vous vous dites il faut que je fasse passer des messages? Non, on est de plus en plus sollicité parce qu'effectivement, le poids, ça devient un problème un peu central. Donc, par exemple, on a eu des sportifs il y a quelques années pour lesquels la balance faisait carrément peur. Et c'était quelque chose, si on pouvait éviter le matin d'y passer, c'était plutôt bien. Au jour d'aujourd'hui, c'est une demande. Donc, elles ont vraiment conscience que c'est important. Donc, après, on nous demande des conseils. Moi, je ne suis pas diététicien. Donc, effectivement, j'ai besoin d'avoir des personnes vers qui me tourner pour, encore une fois, passer l'info, donner les bons éléments. Et puis surtout, et je reprendrai ce que disait Guy tout à l'heure, pas faire n'importe quoi, parce que je pense que, et là je pense que Xavier pourra nous orienter encore plus. Quand je vois poudre, on va parler de ça. Oui. Voilà, c'est un vrai souci, et il y a poudre et poudre, quoi. Oui. Mais à propos du kiné que vous êtes, une question quand même, parce que je fais le lien entre nutrition
lait, justement, et les produits laitiers, et aussi certains lieux communs ou certaines idées reçues. Par exemple, le kiné, il va notamment traiter des questions de tendinite ou d'efforts musculaires. Bon, on dit souvent, ou on dit parfois, ce qui peut être que les protéines de lait provoqueraient certaines tendinites. Vous répondez quoi à un sportif qui dit « Ah bah c'est parce que c'est le lait ». Qu'est-ce que vous lui dites ? Déjà, la première chose, c'est que quand on fait une revue de littérature, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui étaye ça. Donc, en littérature scientifique, vous voulez dire ? Scientifiquement, on n'a jamais prouvé que le lait, le fait de boire, je vais dire n'importe quoi, mais le fait de boire 4 litres de lait par jour, c'est pas ça qui vous donnera des tendinites. Comme le fait de manger 10 kg de viande de bœuf ne vous donnera pas plus de force. Donc là-dessus, oui. On est tranquille. Donc on leur dit qu'effectivement, il n'y a pas de lien. Le problème des tendinopathies, on le connaît bien, il n'est pas lié à un excès d'apport protéique, il est lié à un problème de charge de travail. Ça, c'est souvent le problème. La fatigue, plus ou moins l'hydratation. Enfin, c'est plus lié à l'activité elle-même qu'à l'apport alimentaire qu'on peut avoir en excédent. Donc, on passe l'info. Oui, c'est plutôt une mauvaise façon de mener l'effort. Trop d'efforts, sur trop de temps. Enfin... Tout à fait. On est sur un excès d'efforts et en ça, l'apport diététique ne rentre pas en ligne de compte. Mais là aussi, on est sur une croyance. C'est toujours plus facile de véhiculer des idées reçues que de se confronter à la réalité scientifique. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on voulait faire le point, régime et idées reçues. Professeur Bigard, sur ce point, le lait, la tendinite... vous en pensez quoi? Enfin, le lien, il n'y a pas de lien direct, nous dit Franck Lagneau. Non, mais Franck a tout à fait raison. C'est une croyance qui est véhiculée au fil même des générations. Il n'y a absolument strictement aucun argument scientifique pour imaginer une quelconque relation entre le niveau de consommation de produits de lait ou de produits laitiers et puis la survenue de pathologies du tendon ou des ligaments qui sont liés tout simplement à une charge de travail, à une inadéquation du matériel en fonction du geste, la correction des gestes par exemple qui est absolument essentielle dans la prévention de la survenue de pathologies du tendon ou du ligament. Rien à voir avec le mode alimentaire ou l'apport laitier, des produits laitiers. Christophe Ruel, vous maudissez le coach qui s'est cru intelligent un jour et qui, pour faire un peu de cinéma, a inventé cette idée reçue il y a 30 ans, il y a 40 ans, j'en sais rien. Non, je rigole, je vous fais un peu de provoque. On voit bien là le rôle que, alors pour les non-professionnels, ou le grand public, mais d'amateurs quand même réguliers, un peu intenses, qui sont parmi ceux que vous entraînez, on voit bien là le rôle essentiel c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, de coach. Oui, je dirais que ça va au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui on est là vraiment pour conseiller. Il y a alors à la fois des choses qui ont été dites par le passé, effectivement, qui sont assez contradictoires, et puis il y a aujourd'hui, grâce aux médias, grâce aux institutions, des choses qui évoluent, et je dirais que les pratiquants sont de plus en plus informés, en tout cas de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Ils arrivent à assez bien faire le tri aujourd'hui dans tout ça. Donc les gens se responsabilisent d'eux-mêmes, mais je ne suis pas très original en disant qu'on est là quand même pour sensibiliser et encore accompagner, sachant qu'on a un pays quand même qui est très riche en termes d'alimentation. Et aujourd'hui, on a des recommandations sur la santé qui sont quand même très importantes. Donc il y a un ratio qui se fait petit à petit. Et aujourd'hui, les gens sont quand même beaucoup plus sensibles à ce qui est bon pour eux. Donc les choses s'égalisent quand même à travers le temps. Mais alors, dans ceux que vous entraînez, est-ce que là encore, la conscience de la nécessité d'une collation dans la foulée de l'effort, on l'a vu, hein, est-ce que la conscience que c'est stratégique dans les 30-45 minutes est acquise? Si on parle à des sportifs, oui. Si on parle à des pratiquants lambda qui aujourd'hui se remettent à l'activité physique parce que c'est bon, parce que c'est recommandé, il y a encore il y a un nuancier vraiment important sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, par où je dois commencer, est-ce que c'est la nutrition, est-ce que c'est l'activité physique, comment établir une journée type, comment essayer d'avoir une programmation au même titre qu'un sportif de haut niveau, justement en fonction d'un objectif, programmation alimentaire et aussi avec l'équilibre d'activité physique, puisqu'on est beaucoup sur les équilibres qui ont été évoqués tout à l'heure, l'équilibre alimentaire de ce que l'on fait comme apport, mais l'équilibre entre alimentation et activité physique. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, ça donne de plus en plus avec les recommandations du ministère qui ont été faites sur manger, bouger, 30 minutes par jour, mais quoi faire, comment ne pas se faire mal, à qui ça s'adresse, pourquoi, dans quelle durée, quels sont les apports justement que l'on doit privilégier.
Là, il y a encore des incertitudes, mais de moins en moins. Par contre, il y a encore des écarts que l'on voit effectivement dans certaines pratiques. Et alors, vous conseillez, vous aussi, l'abri QHT ou les distributeurs de lait qu'est-ce que vous conseillez, vous, à ceux que vous entraînez? Je ne sais pas si je peux parler de tendance, mais c'est vrai que c'est la grande tendance qui passe notamment par les sportifs de haut niveau aujourd'hui, où on dit effectivement que 30 minutes après, c'est bien d'avoir ces apports justement en protéines. Je dirais que le pratiquant lambda, non. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'induis justement à ce que disait tout à l'heure Véronique sur la prise fractionner les prises de repas, justement. Donc, essayer d'avoir une accroche par rapport à l'activité physique et essayer de relativiser sa prise d'alimentation en fonction, effectivement, de l'approche des repas ou avec la collation qui vient se greffer si, effectivement, on est loin des repas. On est plus sur ce conseil-là, mais aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont quand même beaucoup plus, justement, dans la dimension équilibre, encore une fois, et plus que la protéine, comme ça a été beaucoup par le passé. À un moment donné, c'était beaucoup les régimes hyperprotéinés, la protéine pour prendre de la masse. Aujourd'hui, ça s'équilibre quand même différemment. Alors, juste encore avant de revenir sur ce point, on va parler des poudres, justement, de ces régimes hyperprotéinés. Une des idées reçues encore sur le lait, notamment chez les sportifs, c'est ça fait grossir. Il y a de la masse, il y a de graisseuse dans le lait, donc ça fait grossir. Qu'est-ce que vous dites là, sur ce point-là à ceux qui vous posent la question, dans ceux que vous entraînez? Alors, personnellement, moi, je n'ai jamais entendu ça, d'autant plus qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc généralement, quand je tombe sur des profils qui souhaitent quand même des informations très précises en termes d'alimentation, je renvoie vers des collègues nutritionnistes, diététiciens. En revanche, effectivement, c'est encore une fois une question d'équilibre entre ce que l'on va manger et puis la pratique aussi sportive que l'on va fournir. Et à partir de là, généralement, quand on a un protocole qui est bien établi avec une alimentation saine, équilibrée, variée et une dépense énergétique importante, les choses se font naturellement et les gens sont assez rassurés dans la démarche. Après, encore une fois, c'est les excès qui font qu'on entend effectivement de la prise de masse ou du surpoids. Sur cette idée, vous disiez tout à l'heure, Guillaume Tanon, je surveille et je sanctionne quand j'ai mis quelques éléments objectifs, par exemple prise de poids ou de masse graisseuse un peu trop importante. La question du lait, c'est pas ça le sujet pour vous? Enfin, si ou... Non, je pense que le lait n'est pas le sujet. Là, à un moment donné, je pense que c'est les excès qui vont faire que, comme a pu le dire Véronique, c'est à un moment donné, ça va être le grammage, qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va apporter en fonction de la dépense énergétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir coupler à un moment donné justement toute cette dépense énergétique, c'est-à-dire que la charge d'entraînement que je vais fournir aux athlètes en fonction de certaines périodes doit être contrôlée de manière à avoir cet apport énergétique suffisant pour soit suppléer à un moment donné ou complémenter à un moment donné les pertes qu'il y aura eu. Donc moi j'aime bien cibler parce qu'il va y avoir des périodes à un moment donné dans la programmation où on va charger davantage en musculation, davantage sur des facteurs aérobie ou de vitesse, de force pure. Et à ce moment-là, j'ai besoin justement de cette relation pour combler les déficits et ce stress qu'on occasionne justement sur le sportif. Alexandra Magloire, vous voulez dire quelque chose sur ce point? C'est important effectivement d'adapter aussi en fonction de la dépense énergétique qui aura lieu au cours de l'activité. Et ça, on a quand même la possibilité, à travers les produits laitiers écrémés ou entiers, ou demi-écrémés, d'avoir quand même un apport énergétique adapté en fonction de la dépense énergétique qu'il y a eu, indépendamment de la séance d'entraînement en musculation, qui ne sont pas forcément des séances extrêmement requérantes d'un point de vue énergétique. Ce que vous voulez nous dire, c'est que le lactosérum, la caséine dont on parlait tout à l'heure, ces protéines rapides ou plus lentes, on peut les avoir sans avoir le gras automatiquement, quoi. Exactement. Quand vous prenez un lait écrémé, la part de... Mais on les conserve quand même, ces protéines. Le fait de les écrémer... La composition en protéines n'est pas modifiée par l'écrémage que font les industriels. Bon, voilà une bonne nouvelle, quoi. Ne pas manger de cuisine au beurre ne nous interdit pas d'avoir, en l'occurrence... Oui, professeur Bigard, allez-y.